Mars ou Vénus? Quelle planète serait la meilleure pour que l'humanité puisse un jour s'y installer? La réponse évidente pourrait être Mars. Mais que diriez-vous si je vous disais que Vénus est en réalité une meilleure option? Vénus a une atmosphère potentiellement meilleure et une gravité moins sévère. Mais d'un autre côté, Mars a une meilleure surface et pourrait potentiellement être terraformée. Alors, découvrons quelle planète est vraiment la meilleure pour les humains. Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers 3 catégories différentes pour déterminer quelle planète est la meilleure, Mars ou Vénus. Mais d'abord, apprenons un peu plus sur elle. Les astrobiologistes cherchent un moyen d'envoyer des humains sur Mars depuis plus de 60 ans. Mais nous n'avons toujours pas posé le pied sur la planète rouge. Selon la NASA, il est possible que nous assistions à l'atterrissage du premier humain sur Mars dans les années 2030. Maintenant, jetons un œil à notre autre voisin plus proche, Vénus. Vénus a gagné le surnom de planète de l'enfer en raison de ses températures brûlantes. Mais cette planète est plus attractive pour les humains que vous ne le pensez. Elle possède une atmosphère semblable à celle de la Terre, à seulement 50 km au-dessus de sa surface. Vénus a également 90% de la gravité que nous avons ici sur Terre, tandis que Mars n'a que 38%. Mars est proche de nous, à 280 millions de kilomètres, et nous avons la preuve de la présence d'eau sur la planète. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'a qu'environ la moitié de la taille de la Terre, ce qui pourrait poser des problèmes pour la croissance démographique. Vénus est presque de la même taille que la Terre, bien que nous soyons légèrement plus grands. Elle se trouve à environ 260 millions de kilomètres de nous, donc il nous faudrait moins de temps pour y arriver que pour Mars. Les nuages épais de Vénus peuvent nous protéger des radiations solaires, et nous aurions moins de mal à nous adapter à sa gravité. Maintenant que nous en savons un peu plus sur nos planètes, passons à nos catégories. Logement. L'une des choses les plus importantes à déterminer si nous voulons peupler ces planètes est où nous vivrons. En 2010, la NASA a organisé un concours pour la conception de maisons martiennes. Cela s'appelait le 3D Printed Habitat Challenge, où des concurrents ont soumis des conceptions pour des habitats humains sur Mars. Grâce à cela, nous avons de nombreuses idées sur la manière de maintenir la vie ici. L'atmosphère martienne est composée à 96% de dioxyde de carbone, donc respirer sera tout un défi. À cause de cela, vous devrez compter sur l'oxygène de votre combinaison spatiale. En raison du manque de gravité, nous pourrions être frustrés de ne pas pouvoir poser nos pieds au sol. La gravité nous aide à garder les pieds sur Terre, et puisque la gravité de Mars est un peu plus d'un tiers de celle de la Terre, vous devrez vous habituer à sauter ou à bondir partout. Cependant, cela pourrait être amusant de faire une flottaison au lieu d'une marche. En parlant de flotter, restez avec nous pour voir comment les villes flottantes sont une possibilité. Transporter des matériaux de construction entre la Terre et Mars pose un défi. Non seulement le transport des matériaux serait compliqué, mais chaque fois que nous devrions courir au magasin de bricolage pour acheter plus de clous, il nous faudra 9 mois pour revenir sur Terre. À cause de cela, il serait plus efficace et moins coûteux d'utiliser des matériaux trouvés sur Mars. Nous pouvons trouver des éléments comme le fer, le nickel et le soufre sur Mars. Lors du concours de conception d'habitation, l'équipe gagnante a créé une maison en utilisant des matériaux naturels et biodégradables. Et le produit a été construit entièrement avec une imprimante 3D. Pour rendre Mars habitable, la construction automatisée serait la solution. Ce type de technologie est crucial car il n'y aura pas beaucoup de personnes sur Mars au début de la construction des infrastructures. Le processus de construction serait donc long et laborieux. Voici Marsha, la création gagnante de ce concours de conception. Marsha est haute, mince et faite de composite de basalte, ce qui la rend écologique. À l'intérieur, il y a 4 niveaux, avec des espaces séparés pour une cuisine, des quartiers de couchage et des activités récréatives. Si nous ne construisions pas ces structures, il existe d'autres options à envisager. Certains chercheurs ont proposé de construire des maisons sous la surface de Mars, ou peut-être des igloos pour faciliter la création d'espaces de vie. Mais, pour être honnête, vivre dans ces conditions serait horrible. Ce serait comme vivre dans une cave sombre et profonde ici sur Terre. Sauf que vous ne pourriez pas respirer l'air ou sortir. D'accord, jetons maintenant un coup d'œil à ce que sont les options de logement sur Vénus. Comme nous l'avons dit plus tôt, cette planète est incroyablement chaude. Donc au lieu de vivre à la surface, notre meilleure option serait de vivre à 50 km au-dessus de la surface. Ne vous méprenez pas, il ferait encore assez chaud là-haut.
Les températures varieraient entre 30 et 70 degrés, mais rien qu'un peu d'air conditionné ne pourrait régler. Notre meilleure option serait de créer des communautés dans la stratosphère, où les températures sont similaires à celles de la Terre. L'une des idées proposées par la NASA pour vivre sur Vénus s'appelle HAVOC, qui signifie High Altitude Venus Operational Concept. Dans ce modèle, les humains vivraient dans des dirigeables ressemblant à des ballons. Nous créerions une ville flottante. Les matériaux devraient être résistants à l'acide sulfurique, et il serait judicieux d'avoir un système de climatisation intégré pour les températures qui dépasseraient ce à quoi nous sommes habitués. Les humains devront s'assurer qu'ils ne touchent jamais la surface de Vénus. La surface serait réservée à l'observation et à la recherche. Les maisons, les routes et les ponts, tout serait construit dans le ciel. Le HAVOC serait lancé vers Vénus sous une forme compressée. Une fois qu'il atteint la planète, un parachute s'ouvre et se libère lorsque le HAVOC est complètement gonflé et est capable de flotter de manière autonome sans aucune assistance. Les matériaux trouvés sur Vénus comprennent le fer, le nickel, le titane et l'aluminium. Comme sur Mars, nous pourrions utiliser certains de ces matériaux pour créer des bâtiments et d'autres infrastructures sur la planète. Pour récolter des ressources sur cette planète brûlante, nous aurions besoin d'outils résistants à la chaleur. Les ingénieurs devraient créer des machines capables de supporter la chaleur de l'atmosphère de Vénus, puis transférer les ressources vers un endroit où elles peuvent refroidir. Le seul problème est que cela pourrait être un processus long et fastidieux, et cela pourrait prendre des mois avant que les ressources soient suffisamment sûres à utiliser. En ce qui concerne la construction de maisons, Mars remporte définitivement la victoire. Faire pousser de la nourriture. Maintenant que les maisons sont réglées, les humains ont besoin de quelque chose à manger. Les premières personnes sur Mars ou Vénus devront s'habituer à l'absence de nourriture sur la planète. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nourriture, mais vous pouvez dire adieu à la viande et aux produits laitiers. Vous auriez bien moins d'options que dans votre supermarché local, car il n'y aura ni ferme ni usine pour préparer vos encas préférés. Habituons-nous à un mode de vie à base de plantes quand nous serons dans l'espace. Ce serait le régime alimentaire le plus durable sur Vénus et Mars. Préparez-vous à manger des fruits et légumes frais, des graines et des noix. Nous avons découvert des preuves de la présence d'eau sur Mars, donc nous pourrions en profiter pour cultiver des plantes. Mieux encore, il se pourrait que la quantité d'eau nécessaire pour faire pousser des cultures sur Mars soit inférieure à celle requise sur Terre. Grâce à la gravité martienne, qui représente 38% de celle de la Terre, le sol martien retiendrait l'eau bien plus longtemps que ce à quoi nous sommes habitués. Mais, en raison du manque d'oxygène sur Mars et de la température froide, nous devrons reproduire d'autres éléments nécessaires pour que les plantes originaires de la Terre puissent survivre. Les plantes seraient très probablement cultivées dans des serres. Pour augmenter les chances de survie, les scientifiques pourraient avoir besoin de les modifier génétiquement pour qu'elles s'adaptent au climat de Mars. Parmi nos options alimentaires, il y aurait des fruits et légumes frais que nous cultiverions, ainsi que des aliments non périssables comme des pâtes et des haricots en conserve, apportés de la Terre. Si la viande vous manque, emportez du bœuf séché. Pas besoin de craindre qu'il ne se gâte rapidement comme la viande fraîche. Le seul souci sera la quantité limitée dont vous disposerez. Vénus, c'est une autre histoire. Si on suit notre plan de ville flottante, la chaleur de la surface ne tuerait pas nos plantes en culture. Mais il faudrait tout de même se méfier des plus acides. Un autre problème avec Vénus, c'est qu'il n'y a aucune preuve de la présence d'eau sur la planète. Pour y cultiver des aliments, il faudrait de nouveau utiliser la méthode des serres. Mais il faudrait créer de l'eau à partir de rien. Cela peut sembler bien plus compliqué qu'en réalité, mais avec les bonnes ressources, c'est possible. Pour créer de l'eau, il suffit de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. On commence par chauffer pour séparer les atomes, puis ils se lient ensemble pour former de l'eau. Bien que nous puissions créer de l'eau à partir de zéro, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé un moyen de la produire en grande quantité. Espérons qu'à l'heure où les humains arriveront sur Vénus, nous aurons trouvé une solution. Les humains dépendraient des aliments cultivés en laboratoire. Comme sur Mars, Vénus proposerait beaucoup de légumes verts et d'aliments peu périssables. Mais les modes d'approvisionnement seraient différents. En raison des températures similaires sur Vénus et des connaissances sur la création d'eau, faire pousser de la nourriture sur Vénus gagne cette manche. Ressources. En revenant aux matériaux trouvés sur ces planètes, Mars et Vénus sont riches en ressources, et nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Mars est composé de fer, de nickel et de soufre. Le fer peut servir à construire des véhicules et, pratique, le soufre est utilisé dans des batteries de voitures. On peut aussi utiliser le fer pour bâtir des bâtiments et des ponts, rendant ainsi la vie plus fonctionnelle pour les humains sur Mars.
Le nickel pourrait servir à créer une nouvelle monnaie sur Mars. Des années plus tard, quand suffisamment de colons seront arrivés, on pourrait utiliser des pièces en nickel pour effectuer des achats, créant ainsi une nouvelle économie sur une autre planète. Vénus possède de nombreux éléments similaires à ceux de Mars, mais nous devrons fonctionner différemment à cause de la diversité des deux planètes. Tandis qu'il est sûr de toucher le sol sur Mars, nous n'avons pas cette option sur cette planète brûlante. Au lieu de cela, nous devrons créer des véhicules aériens similaires à nos maisons flottantes. Les aéronefs sont fabriqués en titane et en aluminium, deux matériaux que l'on trouve sur Vénus. Un autre élément abondant sur Vénus est le silicium, couramment utilisé aujourd'hui pour des injections esthétiques au niveau des lèvres et du visage, mais qui peut servir à bien d'autres choses. Par exemple, le silicium est l'un des principaux ingrédients dans les panneaux solaires. Grâce à la proximité de Vénus avec le Soleil, ces panneaux pourraient efficacement produire l'électricité dont nous aurions besoin sur la planète. Les panneaux solaires sont incroyables car ils produisent de l'énergie même par temps nuageux, ce qui sera fréquent sur Vénus. Leur utilisation serait beaucoup plus simple que les systèmes électriques traditionnels, réduisant ainsi les coûts de construction des centrales et des lignes de transmission. Cependant, d'autres formes de production d'électricité pourraient poser des risques en raison des températures extrêmes. Une coupure de courant sur Terre est déjà pénible, mais sur Vénus, elle pourrait être mortelle pour les humains. Vénus gagne le round des ressources. D'accord, maintenant que nous avons réglé les questions de nourriture, de ressources et de logement, quelle planète est dans l'ensemble l'option la plus réaliste ? La NASA et d'autres experts en espace placent Mars en tête de liste de leurs priorités. Nous avons eu de nombreuses missions réussies sur Mars depuis les années 1970. On s'attend à ce que les années 2030 soient la décennie où l'humanité atterrira enfin sur Mars après des années d'exploration et de recherche. Vénus a aussi eu sa part de recherche, mais à cause de la chaleur intense de sa surface, elle est généralement écartée comme option. Après tout, quel intérêt y a-t-il à vivre sur une planète si c'est pour ne faire que flotter au-dessus ? Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes prêts à atterrir sur Mars. Cela a été soigneusement étudié. Il y a eu près de 10 missions réussies vers la planète rouge. La NASA a même créé un simulateur de Mars où 4 volontaires vivront en isolement pendant 1 an. Leur bien-être physiologique et psychologique sera constamment surveillé tout au long de l'expérience. L'idée des villes flottantes de Vénus n'a pas encore été suffisamment étudiée pour devenir plus qu'un rêve. D'un point de vue logique, Mars apparaît bien plus crédible que Vénus en tant qu'espace habitable pour l'humanité. Mais disons que dans les 100 prochaines années, l'humanité commence à peupler ces deux planètes. Laquelle serait la meilleure sur le long terme ? Dans les quelques millions d'années à venir, la technologie spatiale nous permettra de terraformer d'autres planètes. D'ici là, nous aurons peut-être trouvé un moyen de maintenir la vie sur Mars. Plusieurs générations martiennes pourraient ne jamais avoir vu la surface de la Terre. Les humains pourraient s'adapter au climat martien et vivre plus facilement dans ces conditions. Les habitants de Mars s'adapteraient à la faible gravité, n'ayant jamais connu d'autres modes de vie. Et la planète rouge finirait par ressembler à une Terre durable. De plus, fort de nos connaissances sur le changement climatique ici-bas, nous prendrions des mesures préventives pour éviter qu'il ne se produise sur Mars. Si nous terraformions Vénus, nous pourrions avoir de magnifiques journées et nous pourrions abandonner le cycle de 24 heures de la Terre. Sur Vénus, un jour solaire dure plus de 100 jours terrestres. Dites adieu au couvre-feu. Vénus pourrait ressembler à des vacances d'été sans fin. Mais dans 7 milliards d'années, le Soleil est destiné à exploser. Et comme Vénus est très proche du Soleil, je doute que quiconque puisse survivre à cette catastrophe. En raison de la masse colossale du Soleil, Mars sera également affecté par son explosion. Mais comme elle est beaucoup plus éloignée que Vénus, Mars remporte la palme dans cette compétition. À l'avenir, les humains pourraient ressembler à ça. Ils seront grands et fins, conçus pour vivre dans l'espace. Ou à ça. Ils pourraient devenir petits et gros pour les protéger des catastrophes qui se produisent sur Terre. Mais rien de tout cela ne se produira si nous ne commençons pas à agir aujourd'hui. Nous allons vous montrer les personnes qui construisent l'avenir de l'humanité. Mais tout d'abord, regardons à quoi pourrait ressembler un avenir possible dans seulement 100 ans. Commençons par examiner le corps humain dans un siècle. Ce n'est pas dans si longtemps, à peine 3 ou 4 générations. Pensez à vos arrière-grands-parents.
Ils ne sont pas si différents de vous. Alors peut-être que les choses ne changeront pas tant que ça. Pas vrai? Eh bien, faux. Les changements que nous connaîtrons iront bien au-delà de la simple génétique. La technologie jouera également un rôle clé dans l'évolution de notre corps. Je parle des membres bioniques. Aujourd'hui, les prothèses sont couramment utilisées par les personnes nées avec des déficiences congénitales, les amputés qui ont eu un terrible accident ou les blessés de guerre. Mais à l'avenir, cette technologie pourrait être utilisée par n'importe qui pour améliorer les performances. Les soldats pourraient être équipés d'un exosquelette qui leur permettrait de soulever des voitures. À mesure que la technologie des membres bioniques s'améliore pour devenir plus agiles et plus intelligents, même les civils pourraient vouloir obtenir une mise à niveau mécanique. Et ce ne sont pas seulement les membres qui deviendront bioniques. À mesure que les entreprises de dispositifs médicaux déchiffrent le code, les organes aussi pourraient devenir bioniques. Votre pancréas, vos yeux et votre cœur pourraient tous être non organiques. Et peut-être que nos smartphones seront les manettes, gérant le fonctionnement de vos organes bioniques et fournissant des mises à niveau. Peut-être que nous aurions simplement à demander un boost chaque fois que nous aurons besoin d'accomplir un exercice physique intense, comme courir un marathon, ou même un semi-marathon, ou simplement un petit jogging. Et si l'une de ces parties bioniques tombe en panne? Direction le magasin de pièces détachées du coin pour réparer notre corps. Vous pourriez également insérer une puce cérébrale qui fusionne la matière grise de votre cerveau avec du silicium. Cela est déjà en cours d'expérimentation. La DARPA, l'agence américaine de recherche avancée sur les projets de recherche, a récemment implanté une puce dans le cerveau d'un homme, lui donnant une nouvelle capacité incroyable. Avec l'aide de cette puce, il pouvait contrôler des drones par la pensée. Une utilisation plus courante de ces puces pourra nous donner des souvenirs photographiques améliorés ou un accès instantané à de grandes quantités de données. Imaginez pouvoir rechercher n'importe quoi sur Google sans même sortir votre téléphone. Mais ces puces neuronales pourraient aller au-delà des informations ordinaires et des articles de presse. Vous pourriez être capable de concevoir vos propres sens. Et si vous aviez une antenne implantée dans votre crâne qui vous donnait le pouvoir d'entendre les ondes de couleur? Vous pourriez entendre des sons lorsque votre cerveau capte les rayons ultraviolets et la lumière infrarouge. Ou vous pourriez être capable de sentir les vibrations de la Terre et prédire les tremblements de terre. À mesure que notre esprit se connecte avec l'intelligence artificielle, la communication pourrait aller dans les deux sens. La puce nous donne accès à des données illimitées et à de nouveaux sens. Mais les humains pourraient également importer leurs pensées dans la puce. Une véritable fusion de notre cerveau gluant avec des implants neuronaux de pointe. J'ai au moins 16 mégaoctets de données dans ce truc. Par la suite, quelque chose d'encore plus époustouflant pourrait se produire. Nous pourrions connecter toutes ces puces. Plusieurs humains pourraient alors faire partie d'un réseau neuronal interconnecté. Bienvenue dans la conscience collective. Regardons encore plus loin dans le futur. Avançons de 150 ans. Nous sommes maintenant face à un humain dans 250 ans. Si vous êtes en vie en l'an 2275, mieux vaut être solide. Ces humains-là auront survécu à un changement climatique majeur. D'ici là, la Terre aura subi des modifications météorologiques extrêmes. Le niveau des océans pourrait avoir monté de 9 à 10 mètres. Et les tempêtes violentes, les ouragans et les cyclones seront devenus la norme. Peut-être que des solutions technologiques émergeront pour résoudre certains de ces problèmes, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Mais beaucoup des pays les plus pauvres du monde n'auront pas accès à cette technologie de pointe. Les personnes vivant dans des zones côtières comme le Bangladesh ou la Thaïlande pourraient ne pas survivre à la montée des eaux. Et les survivants? Comme Darwin l'a dit, ils devront être les plus aptes. Pour comprendre cela, jetons un coup d'œil aux ours. Tout d'abord, les ours polaires, les plus grands de leur espèce, vivent près du pôle Nord, dans l'Arctique. En se déplaçant vers le sud, plus nous nous rapprochons de l'équateur, plus les ours deviennent petits. C'est parce que les petits corps sont mieux adaptés pour rester au frais. Avec le réchauffement des températures, tous les humains pouvant se rafraîchir auront un avantage de survie. Ils deviendront donc probablement un peu plus petits, inversant une tendance antérieure à devenir plus grands. Une tendance qui m'est totalement passée sous le nez.
En plus de devenir plus petits et plus minces, les humains pourraient aussi avoir de longs membres dégringandés pour aider à refroidir le corps grâce à leur surface. Et dans un monde avec des températures élevées, le cœur n'a plus besoin de travailler aussi dur pour pomper le sang et maintenir le corps au chaud. Cet organe pourrait donc rétrécir légèrement. Pas de panique, nous aurons toujours la Saint-Valentin, juste en version XS. Mais tandis que certaines parties du corps deviennent plus petites, d'autres pourraient devenir plus grandes. Je parle des oreilles. Elles pourraient devenir un peu plus grandes pour dissiper la chaleur. Et les nez, autrefois longs et fins pour aider à réchauffer l'air avant qu'il n'entre dans le corps, pourraient devenir plus petits et plus larges. Faisons maintenant un bond de 5 siècles. Bienvenue en l'an 2525. Les humains pourraient avoir des puces cérébrales pour améliorer leur mémoire. Mais ce ne sera pas seulement la haute technologie qui fera le gros du travail. Nous pourrions aussi être capables de modifier notre corps à l'échelle moléculaire. Vous ne serez plus à la merci de vos gènes, attendant que l'évolution fasse son œuvre. L'édition génétique et des techniques moléculaires avancées seront utilisées, créant des corps humains avec de meilleures capacités. Vous avez peut-être entendu parler des CRISPR, une technologie qui permet de modifier la composition de l'ADN pour échanger du mauvais ADN contre un bon. Imaginez un tuyau dont une section est abîmée. Vous pouvez le réparer en découpant la partie défectueuse et en la remplaçant par du neuf, du solide. Eh bien, les CRISPR fonctionnent un peu comme ça. Le matériel génétique défectueux est éliminé et remplacé dans quelques centaines d'années, nous pourrions facilement guérir la cécité. Pour l'instant, les gouvernements ont mis en place des règles strictes autour de l'usage des CRISPR. Mais il est possible que dans 500 ans, la situation soit très différente. Nous pourrions même utiliser cette technologie pour créer des bébés sur mesure. Avec un petit coup de ciseau moléculaire, vous pourriez donner à votre bébé des yeux violets et des cheveux roux. Il est possible que d'autres traits, comme la taille et le métabolisme, puissent également être modifiés sur commande. Au lieu de prendre de l'Ozempic pour perdre du poids, les gens pourraient simplement opter pour des CRISPR pour rester minces. Ces technologies seront-elles réservées aux plus riches, ou bien tout le monde y aura accès? Peut-être que, comme pour les traitements au laser à domicile, il y aura des kits maison CRISPR. Aujourd'hui, cela semble fou, mais aussi loin dans le futur, tout est envisageable. Et peut-être que cette technologie CRISPR ne sera pas axée sur les humains, mais plutôt sur les plantes. Allez, faisons maintenant un bond de 750 ans dans le futur. Grâce à nos techniques avancées d'édition génétique, une nouvelle version de l'humain est en cours de conception. Un système parfaitement adapté pour survivre sur Mars. À quoi ressemble cet humain? Jetons-y un œil. Sur Mars, la gravité ne représente qu'environ 40% de celle sur Terre. Or, nos muscles et nos os ont évolué pour résister à la gravité terrestre. Sur Mars, sans modification ni exercice régulier, notre masse musculaire fondrait. Heureusement, nos ciseaux CRISPR sont là. Nous pourrions nous modifier pour ralentir la détérioration des fibres musculaires en gravité réduite. Et peut-être même nous offrir des os plus légers, comme ceux avec lesquels nous aurions pu évoluer si nous étions originaires de Mars. La deuxième adaptation majeure nécessaire serait la capacité de faire face aux radiations sur Mars. Cette planète est frappée par 40 à 50 fois plus de rayonnement que la Terre. Les scientifiques travaillent déjà dessus.
Il tente de déterminer si nous pouvons identifier des gènes pouvant être activés ou désactivés pour se protéger contre la maladie aiguë des radiations. Mais cette même solution pourrait être appliquée lors de la conception d'un corps adapté à Mars. Pour cela, il faudra peut-être s'inspirer de quelqu'un que nous considérons habituellement comme un parasite dégoûtant. Le cucaracha. Oui, le cafard. Cette petite bestiole est résistante aux radiations. Découvrir son secret et l'incorporer à notre futur corps humain créera une centrale biologique capable de survivre sur Mars. Bon, nous pouvons faire toutes les adaptations que nous voulons à ce futur humain. Mais, soyons réalistes, il manque une chose cruciale. La nourriture. Ah, et l'ADN du corps martien devra aussi être modifié pour qu'il résiste à la poussière. S'il existe un ADN qui contrôle la sensibilité d'une personne à la poussière, nous voudrions la réduire au maximum. La surface sur Mars est extrêmement poussiéreuse. Et pour finir, le corps martien peut-il être adapté pour respirer du dioxyde de carbone? La réponse est probablement non. Les scientifiques disent que nous ferions mieux de créer une source d'oxygène pour que les humains puissent respirer sur Mars plutôt que d'essayer de modifier notre métabolisme de cette manière bizarre. Notre corps brûle le sucre en utilisant de l'oxygène, une adaptation évolutive que nous avons eue pendant plus de 2 milliards d'années. Désolé, futur martien, vous n'aurez pas de poumons capables de respirer du dioxyde de carbone. Du moins, pas encore. Et voilà, voici le martien du futur. Contrairement à nous, le martien a des tout petits muscles et un corps léger. Peut-être une peau plus foncée pour lutter contre les rayonnements élevés. Et des narines très poilues pour filtrer cette atmosphère poussiéreuse. Et aussi des glandes productrices de mucus supplémentaires pour une meilleure protection. Mieux vaut prévoir une boîte de mouchoirs en plus pour votre voyage sur Mars. Et un bon kit de toilettage. Berk. C'est bien beau, mais voyons ce qui se passera dans 1000 ans. La science disposera de tous les outils nécessaires pour créer l'humain parfait. Quelles seront ses fonctionnalités? Notre futur humain aura des caractéristiques conçues pour survivre à tout. Voici Graham, capable de survivre à un accident de voiture. Mais ce corps ne serait pas seulement utilisé pour les accidents de voiture. Il résistera à tout. Tornade, tremblement de terre, peut-être même astéroïde. Cet humain de l'an 3000 aura un cerveau protégé par un crâne plus grand et plus épais, avec un coussin protecteur de liquide supplémentaire et des ligaments pour maintenir le cerveau en place. Un cou court, large et puissant pour éviter le coup du lapin, où la tête se déplace rapidement d'avant en arrière. Bon, ce n'est peut-être pas très sexy au XXIe siècle, mais pour les yeux bioniques du XXe siècle, ce serait le trait d'un survivant. Un dont les vertèbres cervicales peuvent résister à n'importe quelle situation. Il aura également des côtes ultra fortes pour protéger le cœur et les poumons, et une peau épaisse qui résisterait aux coupures et aux blessures grâce à une peau évolutive, car cet humain aura survécu à de multiples catastrophes climatiques, comme les ouragans et les tornades. Les articulations de l'humain du futur pourront également se plier de manière nouvelle et différente. Aujourd'hui, nos membres ne se plient que dans un sens, nous rendant plus sujets aux blessures. Mais chez les humains du XXe siècle, elles se plieraient dans toutes les directions, les rendant extrêmement flexibles. En plus de réduire le nombre de blessures, je suis sûr que l'on pourra inventer de nouvelles positions de yoga super cool. Peut-être le chien qui se plie en arrière. Les humains du futur ne seront pas seulement résistants au choc. Nous pourrions résoudre beaucoup des problèmes que le corps humain a aujourd'hui. Nous pourrions emprunter certains éléments à la docteure Alice Roberts, qui a des idées quant à l'amélioration du processus d'évolution naturelle. Les humains du XXe siècle pourraient avoir des yeux de pieuvre, sans notre angle mort embêtant, offrant une vue panoramique. Je vous ai dit plus tôt que les humains auraient de plus grandes oreilles pour se rafraîchir. Mais au lieu de grandes oreilles d'éléphant battantes, elles pourraient en fait être conçues comme celles d'un chat pour amplifier le son et nous aider à mieux entendre en vieillissant. J'ai toujours trouvé qu'avoir un seul petit tuyau pour à la fois respirer et distribuer la nourriture était un gros défaut de conception. Notre nouveau modèle aurait 2 tuyaux séparés
de sorte que la nourriture ne descende jamais dans le mauvais sens. Dites adieu à la manœuvre de Heimlich. La femme du XXe siècle aurait une modification clé pour faciliter l'accouchement. Le bassin humain a évolué pour nous soutenir lorsque nous marchons debout. Mais il n'est pas assez large pour une chose importante: permettre au bébé à grosse tête de sortir facilement. L'accouchement est donc douloureux et difficile. La docteure Alice Roberts suggère une modification style kangourou. Donner naissance à des bébés plus petits qui traînent ensuite dans une poche humaine et grandissent. Nous aurions probablement besoin d'une édition génomique assez avancée pour y parvenir. Mais dans un millénaire, nous y arriverons. À mesure que la planète se réchauffe, notre peau pourrait s'assombrir un peu pour nous protéger des rayons UV. Mais avec la technologie génétique, nous pourrions faire des choses beaucoup plus cool avec la couleur de notre peau. Imaginez, comme une pieuvre, nous pourrions changer notre couleur à volonté pour nous camoufler. Appliquez ce trait aux humains et nous pouvons tous changer de couleur en fonction de l'occasion. Comme se cacher, célébrer la Saint-Patrick ou comme autobronzant. Qu'en est-il de nos jambes ? Des jambes plus agiles pourraient être utiles, un peu comme une autruche. Les scientifiques modifieraient notre ADN pour rendre le bas de la jambe moins musclé et les pieds plus légers. Nous serions alors des coureurs redoutables. Avec l'âge, notre colonne vertébrale a tendance à être comprimée, engendrant parfois des hernies discales. Ainsi, les humains du XXe siècle auront une colonne vertébrale plus courte et un bassin plus large pour la stabilisation, comme un chimpanzé. À l'intérieur aussi, tout pourrait changer. Pour prévenir les crises cardiaques, nos artères deviendront beaucoup plus interconnectées et nous remplacerons nos poumons par un système plus efficace en utilisant une combinaison de sacs aériens et de poumons, comme les oiseaux. L'humain du XXe siècle nous ressemblera encore un peu, mais avec de grandes oreilles de chat, une peau de couleur changeante, une poche marsupiale, un petit torse et des pattes d'autruche. Il sera à la fois beau, étonnant et terrifiant. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'évolution de l'humanité va devenir de plus en plus étrange. Nous en voyons déjà les prémices avec des choses comme Neuralink, ChatGPT et les casques de réalité virtuelle. Ce n'est qu'une question de temps avant que les choses ne commencent à s'intégrer davantage dans notre corps. Si vous étiez né et aviez grandi sur Mars, votre corps serait très différent. Mars est peut-être le meilleur candidat pour l'implantation future de l'humanité dans l'espace. Mais en ce qui concerne la gravité, l'atmosphère respirable et l'eau liquide, ce n'est pas le genre d'endroit où vous pourriez survivre. Du moins, pas dans votre état actuel. Si vous essayez de marcher sur la planète rouge sans combinaison spatiale, vous suffoquerez, vous gonflerez et vous mourrez empoisonné à cause des radiations extrêmes en quelques minutes. Ça ne serait pas beau à voir. Pour survivre dans l'environnement hostile de Mars, il faudrait être plus grand et plus mince. Avec une gravité d'environ 38% de celle de la Terre, vous n'auriez pas besoin de beaucoup de force musculaire pour marcher. Vous perdriez de la densité osseuse et musculaire, mais ce n'est pas grave. Votre stature plus grande nécessiterait moins d'énergie, ce qui est une bonne nouvelle, car la nourriture sur Mars serait plutôt rare. De plus, votre taille vous permettrait de voir plus loin. En parlant de vue, vos yeux ne seraient pas les mêmes. Mars est connu pour ses tempêtes de poussière, et il n'y fait pas aussi beau que sur Terre. Vos yeux devraient donc s'adapter. Vous verriez mieux lors de faibles luminosités et vos larmes seraient collantes pour vous protéger de la poussière et des débris. Mars n'a quasiment pas d'atmosphère. Cela signifie deux choses. Premièrement, vos poumons se transformeraient en super poumons, capables d'extraire des traces d'oxygène de l'atmosphère martienne. Deuxièmement, votre peau adopterait un teint brun foncé pour vous protéger des radiations solaires nocives. En effet, sans atmosphère dense, Mars est baigné de radiation. Il fait également très froid sur la planète rouge. Avec l'absence quasi totale d'atmosphère, les températures varient d'un confortable 20 degrés à un froid glacial de moins 153 degrés. Votre peau plus foncée absorberait davantage de chaleur, ce qui vous aiderait à survivre lors des périodes de froid. Et si vous étiez né sur une planète beaucoup plus chaude que Mars ?
Bienvenue sur Vénus. Cette planète possède une atmosphère dense qui retient la chaleur du Soleil et transforme la planète en fournaise. Il y fait tellement chaud que si vous sortiez sans combinaison spatiale, vous seriez brûlé vif. Vous seriez également écrasé par la pression atmosphérique extrême, 92 fois supérieure à celle de la Terre. Pour s'adapter à ce monde brûlant, l'évolution favoriserait un petit corps robuste avec une peau épaisse et argentée. Votre peau devrait refléter la chaleur et les radiations intenses. Elle devrait aussi être capable de neutraliser l'acide sulfurique. Vous avez bien entendu. Vénus possède une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone, avec des nuages composés de gouttelettes d'acide sulfurique. Il faut donc être prêt à résister aux pluies acides vénusiennes. Et un corps plus petit, plus compact, serait essentiel pour résister à la pression atmosphérique extrême. Mais l'atmosphère toxique de Vénus reste irrespirable. Il faudrait donc des réservoirs d'oxygène pour survivre. De plus, vous ne pourriez pas mener une vie active sur Vénus, car vous devriez conserver votre énergie et le peu d'oxygène disponible. Vous seriez pratiquement confiné dans vos quartiers d'habitation pendant toute la durée de votre séjour. Vivre sur Vénus serait difficile, même avec un squelette extrêmement solide. Essayons donc une autre planète, Mercure par exemple. Mercure est encore plus proche du Soleil que Vénus. Sur Vénus, il faudrait s'inquiéter de la chaleur extrême. Sur Mars, il faut s'adapter aux températures glaciales. Mais sur Mercure, vous devrez faire face aux deux. Tout comme sur Mars, Mercure n'a pratiquement pas d'atmosphère. Les températures sur cette planète varient donc entre 427 degrés en journée et moins 179 degrés la nuit. Et une nuit dure presque 3 mois terrestres. Il faudrait une couche d'isolation thermique sous la peau pour avoir une chance de survivre sur cette planète. Vous prendriez un aspect métallique comme sur Vénus. Mais cette couche aiderait à réfléchir la chaleur intense et à la retenir une fois que la température chuterait. Votre corps évoluerait pour devenir robuste et trapu, avec une couche de graisse vous permettant de rester au chaud pendant les nuits glaciales. Mais vos membres seraient plus longs et plus souples pour faciliter vos déplacements. Vous n'auriez pas beaucoup de muscles, car la gravité de Mercure ne représente que 38% de celle de la Terre. Vous développeriez des cellules résistantes aux radiations. En effet, Mercure est environ 3 fois plus proche du Soleil que la Terre, et il n'y a pas d'atmosphère pour vous protéger. Il serait impossible de respirer sur Mercure. Peut-être auriez-vous des poumons plus petits capables de stocker l'oxygène. Vous pourriez même évoluer pour avoir un organe spécial capable de produire de l'oxygène à partir des minéraux que vous ingérez. Un peu comme les plantes produisent de l'oxygène par photosynthèse. La vie sur Mercure serait plutôt triste et peu mouvementée. Mais attendez de voir ce à quoi pourrait ressembler la vie sur Jupiter. Jupiter, c'est une toute autre histoire. Elle n'est pas faite pour être habitable. Tout d'abord, il n'y a même pas de surface sur laquelle vous pourriez marcher. Vous glisseriez à travers des nuages d'hydrogène et d'hélium. Vous perdriez de la densité osseuse, mais vos muscles seraient solides. Vous devriez être petit et compact pour résister à la pression intense de la géante gazeuse. Votre peau foncée vous protégerait un peu des radiations de Jupiter. Et vous seriez plein de gaz. Oui, pour pouvoir voler dans l'épaisse atmosphère de Jupiter, votre corps devrait contenir des gaz plus légers que l'air. Votre plus grand défi serait de respirer. Vous pourriez vous adapter à des niveaux de radiation extrêmes et à une pression atmosphérique élevée. Mais l'atmosphère de Jupiter ne contient pas d'oxygène. À moins d'évoluer pour respirer de l'hydrogène ou de l'hélium, vous ne pourriez pas survivre longtemps sur cette planète. Et c'est la même chose sur Saturne. Seulement là, vous pourriez évoluer pour avoir des organes capables de synthétiser de l'oxygène respirable à partir de vapeur d'eau ou d'ammoniac. Saturne gagne des points dans ce domaine. Sur Uranus, vous ressembleriez à un petit extraterrestre bleu. Mais cette couleur pourrait vous protéger des radiations cosmiques. Votre peau devrait être très épaisse et capable de retenir la chaleur, car il y fait très froid. C'est l'une des planètes les plus glaciales du système solaire, avec des températures de moins 224 degrés.
est impossible de respirer sur Uranus, car comme sur Jupiter, il n'y a pas d'oxygène sur ces géantes de glace. Il n'y a pas non plus de surface solide. Uranus est comme un nuage géant de paix. À cause du sulfure d'hydrogène présent dans ces nuages, cette planète pue l'œuf pourri. Il vaut peut-être mieux ne pas respirer toute cette puanteur. Naître sur Neptune serait exactement comme naître sur Uranus, sans l'odeur de paix. Il y fait légèrement plus chaud que sur Uranus, mais cela ne suffirait pas à rendre cette géante de glace habitable. Même avec un corps conçu pour cette planète, vous ne pourriez pas y survivre. Peut-être auriez-vous plus de chances de vous installer sur l'une des lunes de Saturne. Ça serait incroyable de visiter Titan, par exemple. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si